Merci de nous rejoindre ce soir pour ce webinaire sur l'épargne salariale organisé à l'occasion de la semaine de l'épargne salariale. Je suis Pauline Stragier, je travaille à l'autorité des marchés financiers au sein de la direction des relations avec les épargnants et de leur protection. Et je suis accompagnée ce soir de Virginie Lavolée, juriste à la médiation de l'AMF, et, Bonsoir à tous. et de Véronique Guisquet-Cordioliani, secrétaire générale de l'association Place des investisseurs. Bonsoir à tous. Donc nous sommes ensemble pour environ 45 minutes. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre qui se trouve à droite de votre écran. On essaiera d'y répondre à la fin du webinaire, tout en sachant qu'on pourra peut-être pas répondre à toutes les questions malheureusement. Vous allez recevoir aussi un mail après le webinaire qui vous permettra de le revoir en replay, si jamais il y a quelques notions, pour lesquelles vous avez besoin de revenir en arrière. N'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de l'épargne salariale, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter ce que fait l'AMF pour les épargnants. Donc la protection de l'épargne, c'est vraiment au cœur des missions de l'AMF et plus particulièrement de la direction dont nous faisons partie avec Virginie. Nos équipes sont là pour vous informer, vous accompagner dans vos décisions d'investissement. L'objectif, c'est de permettre à chacun d'investir en toute connaissance de cause. Cette mission, elle passe par plusieurs canaux d'information qui sont à votre disposition. Il y a notamment l'espace épargnant du site de l'AMF, sur lequel vous pouvez retrouver de nombreux articles, des guides, des vidéos, des infographies, etc. Tout ce qu'il faut pour bien comprendre les produits financiers et savoir comment investir. Vous pouvez aussi suivre les comptes Facebook AMF Épargne Info Service et le compte Instagram qui permet de faire un peu de décryptage aussi sur les sujets financiers. Sujet un peu différent de l'épargne salariale évidemment, on propose un service de prévention des arnaques qui s'appelle AMF Protect Épargne, qui permet, si vous recevez des propositions d'investissement sur internet, sur les réseaux sociaux, par email, et cetera, de vérifier qu'il ne s'agit pas d'arnaque en consultant par exemple les listes noires que l'AMF met régulièrement à jour. Et l'AMF, elle répond aussi aux questions des épargnants. Il y a une équipe dédiée qui traite plus de 10 000 demandes chaque année, qui s'appelle Épargne Info Service, que vous pouvez contacter par téléphone ou par formulaire sur le site de l'AMF. Et il y a un autre service auquel appartient Virginie, donc la médiation de l'AMF, qui vous accompagne si vous rencontrez un litige avec un professionnel. La médiation de l'AMF, c'est un service gratuit qui est confidentiel et qui vise à résoudre votre litige à l'amiable avec le professionnel. Et en 2022, à titre d'exemple, il y a plus de 2000 dossiers qui ont été traités par la médiation. Et enfin, ce qu'on fait pour les épargnants, comme ce soir, c'est d'organiser des événements à vertu pédagogique. Pour ne pas les louper, vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui est diffusée tous les 2 mois, et qui reprend les dernières actualités en termes de placements financiers, et notamment les événements que nous organisons. Donc on va maintenant entrer dans le vif du sujet et tâcher de répondre à cette question: comment réaliser vos projets grâce à l'épargne salariale? Donc l'épargne salariale, c'est une épargne que vous pouvez vous constituer avec l'aide de votre employeur. C'est un système d'épargne collectif qui est mis en place volontairement par certaines entreprises. Vous pouvez vous constituer une épargne de moyen terme avec le PEE, le plan d'épargne entreprise, ou une épargne de plus long terme avec le PERCO ou le PER collectif, qui sont des plans d'épargne retraite. Donc vraiment pour préparer spécifiquement cet objectif. Vous pouvez alimenter votre épargne salariale avec plusieurs types de versements. Il y a d'abord des primes, donc la prime d'intéressement qui permet aux salariés d'être associés à la performance de l'entreprise, en fonction de certains objectifs qui sont déterminés dans un accord et s'ils sont atteints, permettent de déclencher finalement le versement de cette prime. C'est vraiment une prime sur la performance de l'entreprise. Et il y a aussi la prime de participation qui, elle, est une prime sur les bénéfices de l'entreprise. Elle est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés et son calcul est fixé par accord.
Bien sûr, vous pouvez bénéficier d'une prime de participation, même si et d'intéressement, même si votre employeur ne propose pas d'épargne salariale derrière. Vous avez le choix de percevoir directement ces primes si vous en avez besoin tout de suite, ou bien de les placer dans un plan d'épargne salariale. Et si vous choisissez cette deuxième option, vos primes sont alors exonérées d'impôt sur le revenu. Un autre type de versement qu'il peut y avoir dans l'épargne salariale, c'est l'abondement de l'employeur. En fait, c'est une somme complémentaire qui vient booster votre réforme d'épargne. Là aussi, c'est vraiment une démarche volontaire de l'employeur de mettre en place, l'abondement. Il n'y a pas du tout d'obligation. Et enfin, en fin d'année dernière, pour rester dans le sujet des primes, il y a une loi partage de la valeur qui a été votée et qui met en place une prime de partage de la valeur qui va, elle aussi, pouvoir être investie dans des plans d'épargne salariale. Donc aujourd'hui, concrètement, on organise ce webinaire parce que si vous bénéficiez d'un plan d'épargne salariale, vous allez bientôt recevoir un bulletin d'options, le bulletin d'options annuel, qui vous permet de choisir si vous voulez justement percevoir ou placer vos primes. Il faut savoir que si vous ne répondez pas dans le délai imparti qui figure sur votre bulletin d'options, la prime de participation va être placée par défaut 50-50 sur le PE et sur le plan d'épargne retraite. Et la prime d'intéressement, elle, est placée par défaut à 100% sur le PE. Une fois que votre décision est prise, ou alors si vous avez malheureusement laissé passer le délai imparti, il n'y a pas de retour en arrière possible, sauf pour le PER collectif, donc pour l'épargne retraite. Donc il faut vraiment faire très attention à bien respecter ce délai pour pouvoir exprimer votre choix de percevoir ou de placer votre épargne salariale. Et pour être sûr, de bien recevoir cette information qui est essentielle, hein, dans la vie de votre plan, vérifiez bien que vos coordonnées sont toujours à jour sur le site, de l'établissement financier qui gère votre épargne salariale, notamment si vous avez quitté l'entreprise, mais que vous n'avez pas fermé votre plan d'épargne entreprise. Ça vous permet de continuer à recevoir de l'information et à faire vivre votre épargne salariale. Pour alimenter, votre épargne salariale, il y a aussi, la possibilité d'effectuer des versements volontaires, c'est-à-dire d'épargner régulièrement dans votre épargne salariale. L'épargne régulière, c'est le moyen le plus indolore et le plus efficace pour se constituer une épargne, même si vous n'avez que de petites sommes, à mettre chaque mois. Parce que 30 ou même 50 €, si votre situation le permet évidemment d'épargner cette somme et sur une durée suffisamment longue, ça vous permet de vous constituer un capital, non négligeable, notamment en vue de la retraite, par exemple. Et d'ailleurs, certains établissements financiers, qui tiennent des comptes d'épargne salariale proposent de fonctionner par prélèvement automatique, ce qui facilite la démarche d'épargne régulière. Dans vos plans d'épargne salariale, vous pouvez aussi épargner des jours de congés non pris et c'est plus spécialement pour le PERCO. En fait, ils sont monétisés, donc ils sont transformés en une somme d'argent, qui va être exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours par an. Et évidemment sur ces versements autres que les primes, si votre employeur vous propose un abondement, le fait de faire ces versements volontaires permet de déclencher le versement de cet abondement. L'épargne salariale, c'est 3 dispositifs principaux qui sont donc gérés par un établissement financier, hein, pas du tout par votre employeur. Il y a d'abord le PEE pour l'épargne de long terme. Les sommes qui sont placées sur le PEE, sont bloquées par principe pendant 5 ans, mais il y a des cas de déblocage anticipé qui existent et on en reparlera un petit peu plus tard. Et après, il y a un volet épargne retraite. La loi Pacte en 2019 a créé un produit, spécifique, à l'épargne retraite qui est le PER et qui se décline sous plusieurs formes. Il y a un PER individuel que vous pouvez souscrire auprès de votre banque, par exemple, et il y a 2 PER, spécifiques à l'entreprise. Le PER obligatoire qui correspond à l'ancien article 83 et le PER collectif qui remplace progressivement le PERCO. En fait, donc depuis le 1er octobre 2020 de mémoire, Mmh. on ne peut pas ouvrir de nouveaux PERCO. En revanche, si vous en aviez avant cette date, vous pouvez continuer à en bénéficier. Dans ces 2 produits d'épargne retraite, les sommes, investies sont en principe bloquées jusqu'à la retraite. Mais là aussi, il y a des cas de déblocage anticipé qui existent.
Et si vous ne débloquez pas votre épargne retraite par anticipation, au moment de la percevoir, donc une fois à la retraite, vous pouvez choisir de la percevoir sous la forme d'une rente régulière ou d'un capital en une seule fois, ou bien vous pouvez aussi panacher les deux solutions. Il faut savoir que votre épargne retraite n'est pas figée, même si votre retraite, ça peut être, loin. Les sommes qui sont épargnées sur un PERCO, donc «l'ancien plan» entre guillemets, peuvent être transférées vers un PER, collectif notamment, et les sommes qui sont épargnées vers un PER peuvent être transférées vers n'importe quel autre PER, hein. Donc par exemple, d'un PER collectif vers un PER individuel que vous auriez auprès de votre banque habituelle. Et donc, Virginie reviendra un petit peu plus tard sur les différentes possibilités de transfert notamment. Donc, on a vu, le PEE, le PERCO, le PER collectif, ce sont des enveloppes dans lesquelles, en fait, vous allez investir dans des produits financiers. L'épargne salariale, ça vous permet d'investir dans des fonds, qui sont donc des placements collectifs, et avant d'investir dans n'importe quel placement collectif, il faut se poser plusieurs questions qui permettent de faire les choix les plus adaptés. Parmi ces questions, il y a notamment la question du risque. Est-ce que vous êtes prêt à prendre du risque pour votre épargne? Si oui, quel niveau de risque? Un petit peu, beaucoup? Et il y a la question de l'horizon de votre placement, c'est-à-dire quand est-ce que vous aurez besoin de récupérer l'argent placé? Est-ce que c'est, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Ou est-ce que c'est pas avant la retraite, dans 20 ans ou plus? En fonction de ces réponses qui sont très personnelles, vous n'allez pas faire les mêmes choix d'investissement. Chaque fonds disponible dans votre plan, dispose d'un horizon de placement recommandé et d'un niveau de risque spécifique, et donc vous allez choisir les fonds qui correspondent à vos besoins en fonction de ces 2 éléments notamment. Certains établissements financiers proposent, sur leur site, sur leurs interfaces, des outils d'aide à la décision. On appelle ça, des robots advisors de mémoire. Mmh. C'est des questionnaires avec un petit peu d'interactivité qui vous proposent, une allocation en fonction des réponses, que vous avez données. Un dernier point à ne pas oublier quand on parle d'épargne salariale, c'est de toujours bien diversifier ses placements pour limiter la prise de risque, notamment parce que dans l'épargne salariale, on accède aux marchés financiers et que par principe, investir sur les marchés financiers, ça peut être risqué. Et donc si on entre un petit peu plus dans le détail, vous allez pouvoir trouver une grande variété de fonds dans vos plans d'épargne salariale, qui répondent à des horizons de placement et des objectifs, différents. On a par exemple des fonds monétaires qui sont les fonds les moins risqués. En contrepartie, ils offrent une rémunération qui est plutôt faible et elle peut même être négative quand on est dans un contexte de taux bas. Alors ça a changé un petit peu depuis, ces 2 dernières années. Mais donc ça, c'est des fonds qui sont vraiment, à un objectif de court terme. On va avoir des fonds obligataires qui sont plus adaptés sur du moyen terme, avec un horizon d'investissement qui va être, supérieur à qui va oui, autour de 3 ans. Leur niveau de risque est modéré, mais il augmente si les taux remontent. On va trouver des fonds d'action. Donc là, on est vraiment sur de l'investissement de long terme parce que le risque est élevé. Généralement, les fonds ils ont une durée d'investissement recommandée de 8 ans au minimum. En contrepartie, les perspectives de gains sont meilleures. Et puis il y a des fonds un petit peu particuliers, ça peut être, des fonds ISR. Donc ISR, ça veut dire c'est un acronyme, pour investissement socialement responsable. Ça va être des placements qui prennent en compte les questions environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises dans lesquelles ils investissent. Ils peuvent avoir le même niveau de risque que des fonds d'action et le même horizon de placement parce que ça va être des actions dedans, et contrairement aux idées reçues, ils n'ont pas forcément une rentabilité, moins intéressante que les fonds d'action. On va aussi trouver dans l'épargne salariale, ce qu'on appelle de l'épargne solidaire, hein. Là, c'est obligatoire, c'est toujours proposé et elle permet de financer des activités à forte utilité sociale, comme par exemple, la lutte contre l'exclusion ou la précarité. Souvent d'ailleurs, les fonds ISR sont aussi des fonds ISR,
les fonds solidaires sont aussi des fonds ISR. Donc si tous ces sujets-là sont importants pour vous, ça peut être, une façon d'orienter votre épargne et de donner un peu plus enfin plus de sens, à vos investissements. Dans l'épargne salariale, on peut aussi trouver des fonds d'actionnariat salarié, dans le cas où votre employeur vous permet d'investir dans des actions de l'entreprise. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et dernier élément qu'on peut avoir, ce sont des fonds qui portent le label Relance. En fait, c'est un label qui a été créé, suite à la crise sanitaire, pour soutenir les petites entreprises françaises notamment et qui comporte aussi, des critères minimums, sur tous les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc ça, c'est un panorama un petit peu du type de placement que vous pouvez trouver dans vos plans d'épargne salariale. Lorsque vous faites vos choix d'investissement, n'oubliez jamais qu'il faut bien prendre en compte le contexte économique et les perspectives, d'évolution que vous anticipez, toujours pour guider vos choix d'investissement. Dans l'épargne salariale, donc on retrouve des fonds. Comment est-ce qu'on se renseigne, sur les fonds? On lit le document d'information clé. Il est mis à disposition dans votre espace personnel par l'établissement qui gère votre épargne salariale. Donc n'oubliez pas de les consulter parce qu'en fait, ils vont vous présenter, le fonctionnement du fonds, quelle est sa stratégie. Ça va vous indiquer son niveau de risque sur une échelle qui va de 1 à 7. Donc 1, c'est le fonds le moins risqué et 7, c'est le plus risqué. Vous y trouverez la durée de détention recommandée, donc il faut vérifier qu'elle correspond bien à l'horizon de votre placement et de vos projets. Vous allez trouver, beaucoup vous trouverez par exemple des informations si le fonds, est labellisé et cetera. Le document d'information clé, c'est un document standardisé au niveau européen. Donc en fait, il vous permet de comparer différents fonds entre eux et donc au sein même de votre plan, vous pouvez comparer tous les investissements qui vous sont proposés, afin de faire vos choix. Vous allez trouver aussi, dans le DIC des informations sur les frais et notamment ceux qui peuvent être, à votre charge. Il faut savoir que l'un des atouts de l'épargne salariale, c'est qu'une partie des frais sont pris en charge par l'employeur, mais il peut en rester quand même, à la charge du salarié. Donc c'est toutes ces bonnes raisons, de lire le document d'information clé et de bien comprendre le placement que vous vous apprêtez à faire. Et alors on va faire un petit focus sur l'actionnariat salarié parce qu'effectivement certaines sociétés proposent à leurs salariés d'en devenir actionnaires. Ça passe généralement par des fonds dédiés qui sont accessibles aux salariés et aux anciens salariés de l'entreprise. Souvent, la proposition, s'accompagne d'une décote sur le prix de souscription des actions. Donc ça veut dire que vous allez les acheter moins cher que leur cours, si vous étiez, à l'extérieur de l'entreprise. Et si suffisamment de salariés détiennent les actions de leurs entreprises, ils peuvent alors participer à la gouvernance de l'entreprise et donc s'impliquer vraiment dans la vie de la société. L'actionnariat salarié, il faut bien garder en tête que c'est un placement très risqué parce qu'en fait, c'est une épargne qui n'est pas du tout diversifiée. Vous avez des actions d'une seule entreprise. Donc pour réduire ce risque, si vous en avez la possibilité évidemment, la bonne pratique, c'est d'investir dans des actions d'autres sociétés, soit toujours via de l'épargne salariale, soit via d'autres placements, comme un PEA en compte titre, vraiment dans un objectif de diversification pour réduire le risque global, auquel vous exposez, votre épargne. Ça, c'est un panorama globalement des options qui sont des dispositifs possibles. Je vais laisser la parole à Virginie qui va vous parler un petit peu plus d'épargne retraite et surtout de comment on utilise son épargne salariale. Alors bonjour à tous. Alors moi là je vais vous faire un petit focus sur la gestion pilotée de l'épargne retraite avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet des possibilités offertes par vos dispositifs d'épargne salariale. Alors en épargne retraite, en fait, vous avez deux possibilités, c'est soit la gestion libre, soit la gestion pilotée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la loi PAC dont a parlé Pauline et la mise en place des nouveaux plans d'épargne retraite, désormais la gestion par défaut, c'est-à-dire
Si vous ne manifestez pas de choix contraire, c'est la gestion pilotée. La gestion pilotée, qu'est-ce que c'est? C'est un mode de gestion qui vous permet de déléguer la gestion de votre épargne salariale. Cette délégation, cette gestion se fait selon une sécurisation progressive de l'épargne investie qui se fait selon 2 critères. Tout d'abord, l'âge de départ en retraite, projeté, ainsi que le profil investisseur. Le profil investisseur, c'est le risque que vous déterminez que vous êtes prêt à prendre et donc vous déterminez un profil qui peut être soit prudent, soit équilibré, soit dynamique et ça va influencer l'allocation des actifs. Le principe de fonctionnement de la gestion pilotée, c'est que comme il s'agit d'un placement de long terme, évidemment, votre objectif de placement et votre horizon, c'est la retraite. Au début de votre investissement, toute votre épargne, enfin une partie de votre épargne, pardon, sera placée sur des actifs plus risqués et donc potentiellement plus rentables. Plus vous approcherez de la retraite, plus votre épargne sera désensibilisée, basculée vers des actifs moins risqués pour sécuriser les sommes qui ont été accumulées, au fil des années. Donc il est très important, si vous souhaitez opter pour la gestion pilotée, de bien déterminer votre profil investisseur qui va déterminer l'allocation et la part d'actifs, risqués et moins risqués qui sera évidemment, plus important dans un profil, dynamique, que dans un profil prudent. Je vais vous parler maintenant, de la particularité, de comment faire vivre votre épargne au-delà de l'épargne, retraite. Le comment? Excusez-moi, Pauline, tu peux juste passer, le excusez-moi. Donc comment faire vivre son épargne? Au-delà de l'épargne, retraite, bien évidemment, il faut s'intéresser, à votre épargne salariale. Dans tous les cas, il faut suivre votre épargne. La première chose, c'est, tous les ans, vous allez recevoir un relevé de compte annuel. Il faut le consulter. Le législateur a pris soin d'uniformiser ce relevé de compte afin que vous y retrouviez, des informations, tous les ans les mêmes, identiques, à savoir la valorisation à N-1 et aussi et surtout le prélèvement, tous les frais qui vous ont été prélevés sur la période, de l'année qui vient de s'écouler. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si votre situation évolue, vous pouvez faire des arbitrages. C'est très bien représenté là à l'écran, notamment si votre horizon de placement s'est raccourci ou si votre ou allongé. Mais attention, vraiment attention à ne pas agir dans la précipitation. Il faut vraiment prendre le temps, s'assurer que l'arbitrage que vous avez envisagé, c'est-à-dire le changement de fonds, correspond vraiment à votre profil et à vos besoins. Et également bien prendre en considération le contexte économique dans lequel, cet arbitrage va intervenir. On a l'exemple en cas de chute des marchés, on peut avoir, des comportements diamétralement opposés. Certains épargnants peuvent vouloir arbitrer sur leur placement vers des supports beaucoup plus sécurisés, tandis que d'autres, justement, vont vouloir profiter de cette baisse pour investir, davantage, et éventuellement sur des supports plus, risqués. Comme l'a rappelé Pauline, bien évidemment, avant de procéder à ce type d'opération, il faut consulter, l'édicie des fonds concernés pour, vraiment s'assurer que, les caractéristiques du fonds que vous choisissez correspondent réellement à votre profil, à vos objectifs. Alors un point d'attention vraiment très particulier, en médiation, on a eu, un certain nombre, de litiges, sur le sujet, c'est vraiment ne pas confondre, transfert et arbitrage. Ce sont 2 opérations vraiment différentes et qui ont des conséquences, totalement distinctes. L'arbitrage, ça consiste à faire à faire, modifier ses choix d'investissement au sein d'une même enveloppe. Donc par exemple, d'un fonds 1 A à un fonds B au sein du PEE ou la même chose au sein, de votre dispositif d'épargne retraite. En revanche, le transfert, c'est faire évoluer son épargne d'une enveloppe à une autre, c'est-à-dire transférer les sommes du PEE vers le PERCO. Attention, l'inverse, la réciproque n'est pas vrai, bien évidemment, puisque le PERCO, a un objectif de blocage jusqu'à la retraite. Une fois investi sur le PERCO, il n'est pas possible de faire l'opération inverse. De même, depuis l'entrée en vigueur de la loi Pacte, les sommes investies sur un PEE ne peuvent pas être, transférées vers un plan d'épargne retraite collectif, le nouveau plan d'épargne retraite. Heu,
Pauline en a un petit peu parlé tout à l'heure. Bien évidemment, vous avez aussi la possibilité de transférer, le PERCO que vous déteniez au titre d'un précédent emploi, vers un nouveau dispositif, d'épargne retraite type, PER collectif ou même PER obligatoire, sans aucune difficulté. Donc comme ça a été présenté tout à l'heure, les sommes investies sur le PEE sont bloquées pendant 5 ans. Celles placées sur le PERCO, ou le PER collectif sont vraiment bloquées jusqu'à la retraite. Mais comme vous devez sans doute, le savoir, il existe bien évidemment des cas de déblocage anticipé. Ces cas de déblocage anticipé correspondent en fait à des projets ou à des événements, de vie. Il faut avoir en tête que les cas de déblocage anticipé, diffèrent vraiment selon le dispositif concerné. Alors on a certains cas qui peuvent être communs, à tous les dispositifs. C'est le cas notamment de l'acquisition de la résidence principale, mais certains sont vraiment propres, à chacun des dispositifs. C'est le cas par exemple du mariage, pour le PEE ou, l'expiration des droits à l'assurance chômage, pour le PERCO ou encore, la cessation d'activité non salariée, pour, le PER collectif. Hem, En février 2023, a été conclu un accord national interprofessionnel qui a ensuite été transposé dans une loi partage de la valeur en novembre, dernier. Cet accord prévoit, 3 nouveaux cas de déblocage anticipé qui sont envisagés, mais qui doivent pour l'heure faire l'objet d'un décret en Conseil d'État, donc qui ne sont pas encore entrés en vigueur. Il s'agit de la rénovation énergétique d'une résidence principale, l'acquisition d'un véhicule propre, donc là on est vraiment dans les préoccupations, en termes d'écologie et également, le cas de déblocage pour les dépenses liées, à l'activité, de proches aidants. Alors, maintenant que je vous ai présenté un panorama, on va dire des cas de déblocage, je vais plutôt attirer, voilà, votre attention sur les points, sur lesquels il faut vraiment être vigilant au moment où on souhaite débloquer, son épargne salariale. La première chose, bien évidemment, c'est identifier ce qu'on appelle, dans le jargon, le fait générateur, c'est-à-dire l'événement, qui va justifier le déblocage, anticipé de votre épargne et aussi, le dispositif sur lequel votre épargne est placée et si le déblocage, le motif que vous souhaitez invoquer, bien évidemment, correspond bien, au plan sur lequel est placée votre épargne. Donc, par exemple, le mariage, c'est uniquement pour le PEE, et on ne peut absolument pas débloquer ses avoirs, d'épargne retraite pour ce motif. Comme je l'ai dit, en revanche, vous pourrez, produire, tous les documents utiles pour l'acquisition de la résidence principale pour n'importe lequel des dispositifs, dont vous êtes titulaire. Alors, il faut être aussi également, très attentif aux délais. Une grande partie des motifs de déblocage anticipé sont en fait enfermés dans un délai de 6 mois à compter de l'événement. C'est le cas, par exemple, de la naissance du troisième enfant ou encore, du mariage. Certains autres cas et en particulier, la cessation du contrat de travail, en revanche, ne prévoit aucun délai. Vous pouvez donc, présenter votre demande, à tout moment. Ce sur quoi il faut être également, vigilant, c'est sur les sommes débloquables et les justificatifs à fournir. Alors les justificatifs sont prévus par la réglementation. Les teneurs de compte sont assez vigilants, sur, les documents qu'ils attendent de votre part, de manière, à pouvoir procéder au déblocage de vos avoirs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur certains cas et en particulier sur l'acquisition de la résidence principale, selon le justificatif que vous allez fournir, dépendra le montant des avoirs, que vous pourrez, débloquer. En effet, pour, l'acquisition de la résidence principale, la réglementation vous autorise à fournir au choix, soit le compromis de vente, soit l'acte authentique. Alors le compromis de vente, ça permet effectivement en produisant ce document, d'être certain que les fonds soient débloqués le jour de la signature, chez le notaire. En revanche, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est en adressant ce compromis comme justificatif, c'est que si vous placez des sommes postérieurement, à la date de votre compromis de vente, vous ne pourrez ensuite pas faire de déblocage complémentaire puisque seules, les sommes comptabilisées
avant la date du fait générateur peuvent être débloqués. Donc tout ce qui pourrait être versé par vous-même entre la date du compromis et la date de la signature de l'acte authentique ne pourront pas être débloqués. Et il faut vraiment l'avoir en tête, puisque on peut avoir des situations où parfois ça peut être problématique, puisque les personnes peuvent s'imaginer un certain montant et puis finalement s'aperçoivent que ce n'est pas la totalité des avoirs qui sont débloqués pour le jour de la signature. Et donc, ça me permet de rebondir sur le 5e point. Évidemment, en cas de litige, vous pouvez saisir la médiation de l'AMF, en ayant bien sûr effectué au préalable une démarche auprès du teneur de compte concerné, une démarche écrite. En l'absence de réponse, ou si la réponse qu'il vous fait ne vous satisfait pas, vous pouvez alors nous saisir dans un délai de 2 mois. L'épargne salariale, c'est vraiment un domaine d'intervention important pour la médiation de l'AMF, qui est très souvent confrontée à des litiges liés justement au déblocage. Et je rappelle que pour la saisine, nous avons un formulaire de saisine de la médiation directement accessible sur le site de l'AMF. Donc, voilà, maintenant qu'on a parlé des cas de déblocage, il y a un moment qui est quand même charnière, on va dire, dans la vie de votre épargne salariale, c'est lorsque vous quittez votre entreprise. Donc avant votre départ, vous pouvez effectivement vous poser la question de la pertinence d'effectuer un versement volontaire, notamment si votre employeur verse un abondement dont vous a parlé tout à l'heure Pauline. En revanche, il faut être aussi vigilant sur le délai dans lequel vous effectuez ce versement volontaire, puisque comme je viens de l'expliquer, seules les sommes comptabilisées avant la date de l'événement peuvent être débloquées. Il arrive parfois que certains délais viennent ralentir la comptabilisation, et donc que votre versement volontaire ne soit comptabilisé que postérieurement à votre départ. Et donc ces sommes que vous avez voulu précisément placer pour ensuite les débloquer, vous ne pourrez pas les débloquer. Après votre départ, donc là, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc bien évidemment, comme je viens de le dire, le déblocage, puisque la cessation du contrat de travail est un cas de déblocage anticipé, mais seulement du PEE. C'est en aucun cas un cas de déblocage anticipé de l'épargne retraite. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que pour le départ en retraite ne peut constituer un motif de non, le départ, excusez-moi, la cessation du contrat de travail, si elle résulte du départ en retraite, c'est seulement et seulement à ce moment-là que vous pourrez effectivement demander le remboursement de tout ou partie des sommes investies sur votre plan d'épargne retraite, puisqu'elles sont devenues disponibles. On n'est même plus dans un cas de déblocage anticipé. On est arrivé à l'échéance naturelle du plan et elles sont disponibles. Donc là, vous pouvez à la fois demander le déblocage de votre PE au titre de la cessation du contrat de travail et demander le remboursement des avoirs qui figurent sur votre plan d'épargne retraite, puisque vous êtes désormais retraité. Alors, vous pouvez aussi faire le choix de conserver ce plan, enfin ces plans, ces différents dispositifs, parce que vous êtes satisfait voilà, de la performance qui vous est offerte. En revanche, ce qu'il faut vraiment bien avoir en tête, c'est que si vous choisissez de conserver ces plans, les frais de tenue de compte, généralement une trentaine d'euros par an, qui étaient jusque-là pris en charge par votre employeur, sont dorénavant à votre charge. En principe, depuis la loi Macron de 2015, votre employeur, au moment de votre départ, est tenu de vous en informer. Il vous remet un livret d'épargne salariale et doit vous informer sur cette spécificité, et de façon à ce que vous soyez en mesure de faire un choix éclairé entre le fait de conserver votre épargne à charge pour vous, de régler les frais de tenue de compte, ou au contraire le débloquer. Ce qui a été prévu comme avancée depuis la loi Pacte, néanmoins, si vous conservez, c'est s'agissant du PERCO et du PERCO seulement, les frais sont plafonnés. Il y a un double plafonnement. Les frais ne peuvent être sont de maximum 20 € par an, et si les avoirs sont inférieurs à 400 €, ils ne peuvent excéder 5 de l'épargne.
La troisième possibilité qui vous est offerte, c'est de transférer vos dispositifs d'épargne salariale vers ceux de votre nouvel employeur. C'est dans un objectif de facilité, de regrouper tous vos dispositifs antérieurs vers votre teneur de compte actuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dates de disponibilité de votre épargne restent inchangées. Vous échappez du coup, puisque tout est regroupé, aux fameux frais de tenue de compte. Mais attention, dans ce cas-là, des frais de transfert peuvent être prélevés. Généralement, ils s'élèvent, à 20 € par an. Juste pour rebondir sur le transfert, la loi Pacte avait vraiment à cœur, c'était vraiment au cœur de la loi Pacte, c'était la transférabilité, des dispositifs d'épargne retraite, vraiment permettre plus de transférabilité entre tous les dispositifs existants et donc elle a permis, aux salariés de transférer son PERCO vers un PER, ça c'est voilà, mais également, comme l'a dit Pauline, d'un PER vers n'importe quel autre PER. Et pour ce qui est du PER individuel, un transfert est possible tous les 3 ans quand on est encore dans l'entreprise et à tout moment quand on quitte l'entreprise. Attention aux délais, notamment lorsque les dispositifs peuvent être ouverts. On a certains cas en médiation. On a eu des cas de délais, de transfert qui peuvent parfois d'ailleurs nous faire penser, nous en médiation, à ce qui peut se passer en matière de transfert de PEA. Des délais qui ont eu au départ tendance à être un peu longs, du fait que certains dispositifs d'épargne retraite, notamment tout ce qui est PER individuel ou PER obligatoire, sont détenus et organisés par des assureurs, tandis que tout ce qui est épargne collective, plan d'épargne collective, ce sont des teneurs de compte. Et donc, les process n'étaient pas forcément au départ cohérents les uns avec les autres, ce qui a pu expliquer un allongement des délais. Donc, voilà, le délai peut parfois poser problème. Alors, pour ce qui est de l'épargne retraite, encore une fois, là aussi, le départ en retraite, ça constitue un moment, important, dans la vie de votre épargne. Donc vous pouvez faire le choix, effectivement de débloquer votre PERCO ou votre PER et là, vous bénéficiez réellement d'une grande souplesse dans les modes de sortie. Vous pouvez, sortir sous forme de capital et ce qui vous permet de financer librement et immédiatement tout type de projet personnel lors de votre retraite, des voyages, les études de vos enfants, l'achat d'une résidence, retraite, enfin voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Ou alors vous pouvez choisir de convertir votre épargne en rente viagère, qui vous permet quant à elle de bénéficier d'un complément de revenu régulier, et cela à vie. Dans ce cas, vous pouvez également, en cas de décès, protéger votre conjoint avec la reversion ou un bénéficiaire désigné avec des annuités garanties. Ce qu'il faut aussi avoir en tête sur notamment le PER collectif, au moment de la sortie, c'est que vous avez peut-être éventuellement pu l'alimenter pendant votre carrière par des versements déductibles. C'est une possibilité qui est offerte aujourd'hui depuis la loi Pacte, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de faire un versement qui sera immédiatement déductible de vos impôts. Mais attention, ce versement déductible sera réintégré dans sa totalité au moment de la sortie. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête au moment où vous choisissez d'effectuer un versement volontaire sur votre PER. Une autre spécificité, c'est que un déblocage du PE ou du PERCO est également possible dans les 2 ans avant le départ en retraite, mais uniquement pour acquérir sa future résidence principale et sous réserve que le bénéficiaire s'engage à l'occuper à titre principal dans un délai de 3 ans à compter du déblocage anticipé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les frais de tenue de compte à la charge du salarié sont maintenant plafonnés par la loi Pacte. Donc si finalement le nouveau retraité décide de conserver son PERCO, là je parle vraiment que du PERCO, il y a ce double plafond dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, voilà, qui s'appliquera. J'espère voilà, avoir été claire sur tous ces concepts et je repasse la parole à Pauline.
Merci Virginie. Avant de laisser Véronique faire la conclusion, je vais vous parler du site épargnesalariale-france.fr, qui est un site pédagogique qu'on a créé à l'occasion de la semaine de l'épargne salariale il y a bientôt 8 ans, et sur lequel vous allez retrouver beaucoup d'informations pratiques, et notamment parce que j'ai commencé à regarder une partie des questions qui sont posées. Vous allez notamment retrouver des informations sur la fiscalité de votre épargne salariale, et comme on n'a pas d'experte sur le sujet autour de la table ce soir, je vous invite vraiment à vous référer, à ce site pour obtenir des réponses sur ces sujets de fiscalité. Donc le site épargnesalariale-france.fr. Et Véronique, je te laisse, le plaisir de conclure avant de passer à quelques questions. Alors, merci beaucoup de cette excellente présentation et je suis très heureuse de voir qu'effectivement, les réflexes à avoir en termes d'épargne salariale sont déjà les bons réflexes que, tout un chacun devrait avoir sur la partie investissement traditionnel. Par exemple, bien connaître votre horizon d'investissement. On a évoqué la différence entre le PE et le PER. Vous avez bien vu que pour un produit retraite, on est sur du plus long terme alors que pour un PE, on est sur un horizon de 5 ans. Donc déjà, ça, c'est une première question anticipée. On l'a vu aussi dans le choix, des produits qui sont mis, derrière, les PE et les PER. Il faut être précis sur son risque, sa sensibilisation, enfin la sensibilité au risque. Quel risque suis-je prêt à prendre? Ça va être déterminant dans le choix, des produits auxquels on va souscrire. Et puis après, une autre chose très importante, on a parlé des versements complémentaires, hein, qui donnaient lieu à abondement. Donc ça, c'est très important parce que si vous avez la possibilité, de faire un versement complémentaire qui va être abondé par votre entreprise, vous voyez tout l'intérêt, de justement utiliser ce système d'épargne. Et là encore, on voit que le système, d'investissement régulier, qu'il soit sur un compte prix ordinaire, sur un PEA, qu'il soit sur un PE, sur un PER, reste la chose qui permet le mieux de capitaliser, de se préparer à l'avenir. Donc les versements complémentaires, attention, effectivement, c'est intéressant. Il faut que vous preniez l'habitude de le faire. Même, on parlait tout à l'heure de toute petite somme de 45 euros. Il n'y a pas de petite somme dans ce cas-là. Ce sont des petits versements qui vont constituer le capital. Et puis au départ, de l'entreprise, pensez à vous poser la question: est-ce que vous le gardez, ce produit? Est-ce que vous le transférez vers le nouvel employeur que vous avez? Si vous avez un PE, vous pouvez le transférer, c'est intéressant. Donc ça, c'est une question à se poser. En termes de frais, lorsque vous allez choisir votre produit financier, si vous allez choisir de mettre un, AFCPE, de souscrire à des fonds, vous allez, de la même façon que lorsque vous allez souscrire traditionnellement à de l'investissement, vous poser la question de la rentabilité du fonds, mais aussi, des frais afférents à ce fonds. Je pensais par exemple sur certains FCPE, vous avez, des frais qui vont être selon la thématique de l'investissement. Bien évidemment, si je souhaite, avoir un fonds sur les marchés émergents, eh bien, les frais de gestion vont être plus élevés, parce que là, je vais me retrouver avec des frais de gestion qui vont être à 2,35 par exemple chez Amundi, sur un fonds émergent. Là où si je suis sur un fonds action traditionnel, je vais plutôt être sur 0,88. Et alors j'insiste sur les frais, je parle des frais de gestion. C'est-à-dire que souvent, on fait essentiellement attention aux droits d'entrée, mais les droits d'entrée, vous ne les payez qu'une fois. Donc certes, c'est 3 souvent en épargne salariale, mais vous ne les payez qu'une seule fois, alors que les frais de gestion sont pris sur la valeur liquidative du fonds tous les ans. Donc il faut vraiment faire attention, à ces éléments. Et puis après, lorsque vous êtes investi dans votre entreprise, des bons réflexes à avoir, c'est vous êtes salarié de votre entreprise. Dans ces cas-là, pensez effectivement à répartir votre risque, et pas forcément à ce que ce soit investi majoritairement en actions de votre entreprise, mais diversifié dans d'autres produits qui vont vous proposer, des actions monde, des actions France, des obligations, alors tout un tas de produits, qui vont vous permettre de diversifier votre risque. Et dans votre entreprise, quand vous allez avoir, besoin d'un interlocuteur, parce que bien sûr il y a le site que l'on citait tout à l'heure pour, l'épargne salariale, mais renseignez-vous qui dans votre entreprise va être votre interlocuteur. Est-ce que ça va être, le
le service des ressources humaines à qui vous allez pouvoir poser vos questions? Ou est-ce que derrière, et vous aurez un intranet, certaines sociétés proposent un intranet sur lequel vous pouvez avoir accès à vos informations et poser vos questions? Ou est-ce que ça va être, les mêmes interlocuteurs que lorsque vous êtes actionnaire salarié en direct, par exemple, le service relations actionnaires? Dans certaines sociétés, ce sont le service relations actionnaires, comme chez Orange. Dans d'autres, ça va être les ressources humaines. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les éléments auxquels, il faut faire attention et je dirais, il n'y a pas de mauvaise manière de se mettre à investir. Donc l'investissement, en épargne salariale, c'est le début des bonnes habitudes. Si vous prenez ces bonnes habitudes d'investissement réguliers, eh bien derrière, l'épargne salariale est un moyen en fait de commencer à investir, de commencer à constituer votre capital et ça, c'est fondamental parce que c'est cet investissement régulier qui va contribuer, à effectivement, faire, que votre capital va se déployer. On parlait tout à l'heure, du PERCO, du père en entreprise, et de la gestion pilotée. Eh bien l'avantage, c'est qu'en gestion pilotée, si vous n'avez pas le temps, mais c'est pas grave, la gestion pilotée est là pour vous et elle va, selon votre profil de risque, déterminer, si vous avez, 50 ans, bah, vous serez beaucoup moins, en actions qu'en obligations et autres produits diversifiés. Si vous avez 25 ans et que vous commencez à travailler, bah, vous serez, plus de 50 en actions. Donc le profil d'investissement, il est géré par le professionnel qui gère ses fonds. Donc c'est très important, effectivement, si vous n'avez pas le temps de le faire, d'utiliser, ces gestions déléguées. Voilà. Mais très bien et je dis, les premiers investisseurs, le premier pas vers l'investissement, ça peut être l'investissement salarial, de l'épargne salariale, et quand vous êtes à la fois, dans votre entreprise en tant qu'investisseur, vous participez au capital de l'entreprise et vous êtes salarié, vous avez une motivation complémentaire et ça va tout à fait dans le sens du partage de la valeur. Cette nouvelle loi votée qui vise à effectivement, rendre, les bénéfices d'une entreprise à tous les salariés et sachez que maintenant, toutes les petites entreprises de plus de 49 salariés sont concernées. Donc ça veut dire que même si vous êtes dans une PME, vous pouvez alors il faut que l'entreprise bien sûr ait eu des résultats positifs pendant au moins 3 ans, de façon à ce que derrière, il y ait eu plus d'1 de rentabilité. Mais ça veut dire que maintenant, n'hésitez pas vous, en tant que salarié, à aller en parler au chef d'entreprise pour qu'il mette en place des plans d'épargne salariale. C'est important parce que ça contribue au partage de la valeur. Voilà. Merci Véronique. Et si vous êtes dans des entreprises dans lesquelles vous avez des représentants du personnel, vous pouvez aussi leur en parler parce qu'effectivement, c'est eux qui peuvent négocier les différents accords, concernant l'épargne salariale avec l'employeur. On a encore un tout petit peu de temps, donc on va prendre quelques questions. J'en prends une qui n'a rien à voir, mais on nous a demandé si on pouvait télécharger la présentation. Donc normalement sur votre écran, vous avez effectivement une petite option pour la télécharger. Et pour revenir, sur le sujet, quelques questions. On a pas mal de questions qui portent notamment sur le déblocage anticipé. Une peut-être Virginie à laquelle tu peux répondre. Les cas de déblocage anticipé peuvent-ils être utilisés plusieurs fois? L'achat de la résidence principale par exemple pour le PE, pour le PER? Alors, plusieurs fois, tout dépend de ce qu'on entend par plusieurs fois. Pour une seule et même acquisition, si c'est la même acquisition, vous ne pourrez débloquer qu'en une seule fois. Un déblocage, en fait, il y a une règle immuable en matière d'épargne salariale, c'est la règle du versement unique. Donc, si vous souhaitez débloquer pour l'acquisition de votre résidence principale, vous ne pourrez débloquer qu'en une seule fois. En revanche, bien sûr que si entre cette acquisition-là et une future acquisition, vous avez de nouveau constitué de l'épargne salariale, vous déménagez, vous êtes de nouveau acquéreur de votre résidence principale, oui, vous pourrez de nouveau faire valoir ce cas de déblocage pour une nouvelle acquisition. Merci Virginie. On a des questions sur le délai pour l'achat de la résidence principale, mais donc Alors, c'est 6 mois. Mais attention, comme je l'ai dit pendant la présentation, c'est 6 mois à compter du fait générateur et en matière d'acquisition de la résidence principale, il peut varier
en fonction du justificatif que vous avez fourni. Soit vous fournissez le compromis de vente, soit vous fournissez l'acte authentique. Si c'est le compromis de vente, c'est 6 mois à compter de la date du compromis de vente. Si c'est l'acte authentique, c'est 6 mois à compter de la date de signature de l'acte authentique. On a une question, on a une personne qui nous dit: dans le cas d'un départ d'entreprise avec des versements participation après le départ, est-il nécessaire de ne pas transférer ni clore son PEE afin d'être en mesure de récupérer les derniers versements dus? Alors là, c'est une question, un peu, on va dire, complexe et enfin, alors non, vous n'êtes pas obligé de clôturer. En fait, vous ne et même votre teneur de compte, la plupart des teneurs de compte, procèdent de la sorte. Votre compte ne sera pas clôturé. Vous allez avoir des frais de liquidation totale au moment où vous allez demander le déblocage pour cessation, de votre contrat de travail. Mais le compte en lui-même ne sera pas, fermé. Bien souvent, il y a un délai en général de 18 mois à peu près, dans le pour justement permettre à votre plan de recevoir d'éventuels, versements qui pourraient avoir lieu effectivement postérieurement, à votre départ au prorata de votre temps de présence dans l'entreprise, sur l'année qui s'est écoulée. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la seule exception à la règle du versement unique dont je parlais, tout à l'heure. C'est que dans ce cas et dans ce cas seulement, vous pourrez effectuer un déblocage complémentaire des sommes qui vous seront versées ultérieurement, à la condition que lorsque vous avez quitté votre entreprise, vous ayez fait une demande de déblocage total. Donc si vous quittez votre entreprise, vous demandez le déblocage total de vos avoirs. 6 mois après, votre entreprise vous verse une prime de participation. Vous pourrez en demander un déblocage complémentaire au titre de la cessation de votre contrat de travail intervenu 6 mois plus tôt. C'est l'une des rares exceptions, à la règle du versement unique. Voilà, j'espère, avoir été claire. Merci Virginie. On a une question sur, les frais d'arbitrage et en fait ça fait appel, on n'a peut-être pas effectivement suffisamment insisté sur le fait que, les plans d'épargne salariale, ils sont, très personnalisés en fonction des accords au sein de l'entreprise, des besoins de l'entreprise. Donc il y en a une personne qui nous demande quels sont les frais en cas d'arbitrage. Et ben, en fait, ça dépend du plan, qui est à votre disposition. Certains employeurs vont prendre, à leur charge tous les frais d'arbitrage, d'autres vont en offrir un et les autres seront à votre charge. Donc il faut vraiment que vous alliez vous renseigner sur la façon dont a été construit, le plan d'épargne salariale, qui est accessible, au sein de votre entreprise. On a peut-être encore le temps pour 1 ou 2 autres questions. On nous demande, quels plans sont débloquables pour un départ à la retraite? Donc peut-être qu'on peut rappeler, le sujet, Virginie? En fait, tous vos plans, sont débloquables pour un départ à la retraite. Votre PEE, puisque vous allez pouvoir faire valoir le motif cessation du contrat de travail et vos plans d'épargne retraite, que ce soit un PERCO ou un plan d'épargne retraite collectif, puisque vous êtes dorénavant, retraité et donc vos avoirs sont en fait disponibles. On n'est même plus dans un cas de déblocage anticipé. Vos avoirs sont devenus disponibles par l'effet même de votre départ, en retraite. La différence entre les 2, c'est que pour le PEE, vous ne pourrez présenter qu'une seule demande de déblocage. C'est vraiment la règle du versement unique. Donc si vous faites un déblocage partiel en vous disant, «Oh, je laisse une partie, puis dans 6 mois, je redébloquerai pour le même motif», non, vous ne pourrez pas. Donc c'est vraiment à bien examiner si vous voulez récupérer l'intégralité des fonds versés sur votre PEE. En revanche, pour votre plan d'épargne, retraite, là, pour le coup, comme les avoirs sont disponibles, vous pouvez, demander un déblocage, partiel ou total en plusieurs fois, enfin des déblocages successifs au gré, de vos besoins. Merci Virginie. Peut-être une dernière. On nous demande quel pourcentage de ses revenus annuels on peut placer dans son PEE ou dans son épargne retraite? Alors, là, il y a une distinction. Pour ce qui est du PEE et du PERCO, c'est 25 de sa rémunération annuelle brute. En revanche, pour le plan d'épargne retraite, aucun, plafond n'a été prévu par, la réglementation. Donc, il n'y a pas de pourcentage maximum, de versement sur ce type de plan.
Merci Virginie. Je propose qu'on arrête là. On a reçu beaucoup de questions. Je suis désolée, si on n'a pas pu répondre à toutes ces questions, mais on s'était fixé 45 minutes et on a déjà un petit peu, dépassé le temps qui nous était imparti. Je vous rappelle l'adresse du site épargne-salariale-france.fr sur lequel vous retrouverez vraiment beaucoup d'informations très pratiques et notamment sur beaucoup de questions qui nous ont été posées et que nous n'avons pas, auxquelles nous n'avons pas pu répondre. Je vous remercie de votre participation. Merci aussi Virginie et Véronique, d'avoir été présentes avec moi pour animer ce webinaire et puis je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt autour d'un autre sujet, j'espère. Bonne soirée à Oui, tous, bonne merci. soirée.